On démarre avec les GG ce matin sur RMC. Faut-il autoriser les députés à faire les ponts du mois de mai? Après 2 semaines de vacances, les députés retrouvent progressivement les bancs de l'Assemblée, mais pas pour longtemps. Les ponts des 1er et 8 mai sont laissés vacants dans l'agenda parlementaire. Et pour Flora Gebali, la militante écolo des GG, il faut laisser les députés se reposer. Oh non. Mais c'est pas vrai que les députés travaillent pas, ils travaillent pas le week-end. Déjà, le 8 mai, il y a des commémorations dans toute la France, ils sont en circonscription. Par contre, il y a certains députés qui habitent loin de Paris, qui ont leurs circonscriptions qui sont loin de Paris, et qui peut-être ont envie de descendre et de rester en circonscription, ce qui est l'usage en fin de semaine. Donc moi, je crois pas, sachant que par ailleurs, si les députés ne travaillent pas assez, c'est pas à cause de leur envie de congé, c'est à cause de Emmanuel Macron qui a dissous l'Assemblée nationale et qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune majorité et qu'ils n'arrivent à rien et à rien voter. Donc moi, j'ai parlé avec des députés récemment qui me disaient tous, on n'en peut plus d'être à l'Assemblée, tellement il ne se passe rien, tellement le pays est bloqué. Robert Sebag, est-ce qu'il faut laisser les députés faire le pont? Enfin, Moi, je ce sont suis des hommes et des femmes comme les autres, Robert. On demande aux élèves d'aller à l'école, les professeurs travaillent à l'école. Pas les 1er et 8 mai. Hein? Non, les deux et sur neuf. les ponts là, sur les ponts là. Les écoles le vendredi, ils doivent aller à l'école, les deux vendredis. Bon, écoutez, les députés, ils ont pris déjà 15 jours, c'est inadmissible. Je veux dire, ils sont hors sol par rapport à ce qui se passe. Alors j'ai entendu Madame Gebali qui dit oui, mais ils doivent se reposer aussi. Ils se reposent beaucoup. Non, Enfin, ils ne se reposent pas beaucoup. Je veux dire, il y a des on était dans le symbole soir. tout à l'heure, là aussi on est dans le symbole. Je veux dire, ils n'ont pas à faire le pont. Hein, ils sont en retard sur un certain nombre de lois, il y a des tas de lois qui sont en retard, ils doivent travailler beaucoup plus. Alors, en l'occurrence, là, les lois sont en train de passer parce qu'il se trouve que le Premier ministre actuel ne vient à quasiment jamais, donc ils sont en train de faire passer tout un tas de lois. Mais cela dit, ils sont en circo le vendredi. En général, le lundi, les députés ils sont là le mardi, mercredi, jeudi, et ils sont en circo le lundi et le vendredi. Donc après. Mais là, en l'occurrence, le pont, c'est genre, tu fais rien, tu vas. J'ai bien compris. Mais t'en sais rien de ce qu'ils font quand ils sont en circo. Il y en a peut-être qui prennent leur vendredi, il y en a peut-être qui sont là à la rencontre de leurs électeurs et électrices. Bah alors on fait quoi? Donc faudrait. On les laisse faire le pont ou pas? Moi, je trouve qu'on les laisse choisir surtout. Ils le font, ils le font pas, mais qu'on les laisse choisir. Non, mais c'est des métiers où il est très difficile de contrôler. Tu peux pas. Tu vois bien s'ils sont là ou pas. Non, mais tu vas faire ton marché, tu tombes sur quelqu'un et ça y est, t'es déjà en train de. Une fois qu'il est élu, tu vois bien ceux qui ont une plus ou moins grande assiduité à l'Assemblée, ou ceux qui peuvent ou non retourner en circo pour bosser également sur le terrain. C'est quand même un métier qui est un petit peu particulier. Ils sont élus de la nation. En fait, on ne devrait même pas avoir à dire il fait bien, il fait pas bien, il bosse les 8 heures ou 10 heures ou 15 heures par jour et tout. T'es élu. Si au bout de ton mandat, ceux qui t'ont élu jugent que tu mérites d'être réélu, eh bien tu seras réélu. En gros, je trouve que, à la limite, moi, le député de chez toi, par exemple, à Dijon, j'ai même pas à m'occuper de savoir ce qu'il fait. Ouais. Si c'est mon député, comme si c'est mon maire, eh ben, je juge de son travail. Il s'est passé quoi pendant les 5 ans de ton mandat? Si c'est un maire, les 6 ans de ton mandat. La ville, elle va bien, les comptes, ça va. Ils ont réparé ça, ils n'ont pas réparé ça et tout. Je te réélu ou pas, je ne vais pas contrôler tes heures travaillées. Donc, d'accord avec Emma, ils font comme ils veulent. En fait. Ouais, voilà, je ne vais pas contrôler tes heures travaillées. Je ne vais pas savoir si tu es venu au bureau à 8 h le matin ou si tu es arrivé à 9h30. Parce que tu parles de chez moi, mais chez moi, on n'est pas très loin de Paris. Mais t'en as, ils ont une demi-journée de trajet quand tu viens de très très loin. Et ça aussi, c'est quand même, c'est pas rien. T'as raison. Vous les excusez. Vous les excusez. Vous les excusez en disant c'est un vendredi. Ils sont en circo. Ils sont en circo. Si c'est un congé, l'Assemblée elle est fermée. Parce que les députés de Paris, ceux qui sont en circo, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Non, mais ils ne seront pas là. Et Robert, juge le mandat à la fin. Bien sûr, je verrai bien s'ils ont travaillé ou pas. Robert a le droit d'avoir un avis. Non, mais je veux dire, ils sont salariés. J'ai le droit de l'éclairer. Ils sont salariés de l'État. Ils sont salariés avec notre argent, si vous voulez. Et il n'y a pas de raison, si on demande aux professeurs de travailler, que les députés ne viennent pas travailler. Mais c'est pas un épicier, Robert. Tu vas pas compter ses heures. Si, Robert, il compte. Si, moi je compte. Voilà. Moi, je suis désolé. Et crois-moi, il y a beaucoup de Français qui comptent. Déjà, par rapport à d'autres fais un bilan de fin de mandat. Il a bien bossé, il n'a pas bien bossé. Voilà. Mais enfin, si Robert veut voir son député sur les blancs de National, Robert, il a le droit de se tromper. Non, et Robert a le droit. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de Français. J'ai le droit de le remettre sur le bon chemin. Vous ne vous rendez pas compte du mépris des politiques et des députés. Tout n'est pas une affaire de symbole. Mais bien sûr que tout est un problème de symbole. Tu verras. Mais non, c'est pas que du symbole.
Les gens en ont marre. Et Hanouna et tout le reste, si tu veux, c'est qu'il y a un moment, il y a une décrédibilité. Je veux savoir, et les députés, c'est pareil. Quand on sort le salaire des députés, des attachés parlementaires, ça c'est autre chose. Mais tout ça, c'est la même chose. Et si on dit qu'ils prennent des comptes, mais bien sûr que c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais si, c'est le rejet du politique. Nous allons changer de sujet. Je n'arrive pas à vous rabibocher. Ça me désole. Non, moi, ça me désole. Je ne veux pas être en désaccord avec Robert. Surtout parce qu'il ne te fera plus de feuilles de. Non, mais... il ne fera plus de feuilles de soins. Bon. Je veux qu'il continue à me soigner, moi. J'adore être avec Daniel. Les GG ce matin sur RMC. Les détenus doivent-ils payer leur incarcération? Gérald Darmanin a annoncé hier son intention de modifier la loi afin de financer le fonctionnement des prisons. Le ministre de la Justice souhaite que les détenus mettent la main au portefeuille. Et cette mesure est cohérente pour le docteur des GG, Jérôme Marty. Je ne vois pas tellement comment on peut être contre réellement. Il y a effectivement un forfait hospitalier et on ne choisit pas d'être malade, jusqu'à preuve du contraire. Il peut y avoir un forfait de prison parce que jusqu'à preuve du contraire aussi, on choisit d'être en prison au regard de ses actes. Une fois qu'on est passé par la justice, par la case justice et que la justice vous a condamné, vous allez en prison. Et le fait qu'on vous ponctionne pour aider aux frais de fonctionnement de la prison, exactement comme le forfait hospitalier aide au fonctionnement de l'hôpital ou des structures privées d'ailleurs, enfin, je ne vois pas en quoi c'est choquant. D'autant que si c'est inscrit dans la loi, je veux dire, les gens qui commettent des larcins et des méfaits savent très bien qu'ils sont sous le coup de ça. Donc bon. Emmanuel Dancourt, est-ce que c'est aux détenus de payer leur incarcération? Alors pas tout parce que ça coûte cher quand même, mais oui, au moins une petite partie. C'est ça, mais sous condition de ressources, hein, c'est quand même l'idée. Mais pourquoi pas il compare ça au forfait hospitalier. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais on peut, enfin c'est horrible de dire ça, mais on peut tous mettre a priori 10 €. Après, je ne sais pas combien ça peut rapporter cette mesure-là. Est-ce que ça va suffire pour rénover les prisons et pour en construire des nouvelles? C'est aussi du symbole. Suffisant? C'est 10 millions d'euros par jour le coût. C'est 150 €. Alors attendez, c'est 4 milliards par an. Laissez parler Rémi. En moyenne, c'est ça. C'est en moyenne, un détenu en France, c'est 105 € par jour de frais. Oui, donc personne les détenus ne pourront pas payer ça, évidemment. Non, mais ils ont de la famille qui peut peut-être payer. Je trouve que l'idée symboliquement, quand bien même ce serait un euro symbolique, de participer à ce qu'on a contribué à mettre en place, quelles que soient les excuses autour de ça et les explications, même si c'est l'euro symbolique, je trouve l'idée intéressante. Est-ce que ça fait partie des choses où on dit tiens, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Non, mais surtout pourquoi on l'a enlevé? Parce que ça existait et ça a été ôté. Et j'arrive pas à me souvenir de quand ça a été ôté. Eh bien, attendez, mais Rémi va retrouver ça très rapidement. Daniel Riolo, alors vous avez dit à Robert il y a un instant, oui, il y en a marre des symboles. Là, c'est un symbole, mais j'imagine que vous êtes pour quand même. Comme je viens de le dire, on se demande comment on peut être contre en fait quand on voit ce que ça coûte. Et finalement, le contribuable honnête paye aussi pour avoir des prisons qui fonctionnent, et Dieu sait qu'elles ne fonctionnent pas terrible. Donc que le mec qui va en prison parce qu'il a commis un crime, un délit ou je ne sais quoi, participe finalement à son logement, en quelque sorte, et à sa bouffe aussi. Mais est-ce qu'il faut que ce soit un forfait ou est-ce que ce soit adapté aux revenus? Parce qu'il y a des gens très riches qui vont en prison. Est-ce qu'ils paieraient que 20 balles? Ce serait peut-être pas logique. C'est pas une majorité de gens. J'attends qu'on me le décrive maintenant, dans les faits. L'idée... Mais j'ai envie de dire pourquoi pas, ça m'intéresse. Maintenant, j'ai envie d'une concrétisation de cette idée. C'est comme une amende, les amendes, c'est forfaitaire. Ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres ressources de l'administration pénitentiaire. Par exemple, c'est qu'il y a le cantinage dans les prisons. On peut acheter, il sort de marché. Donc, l'administration pénitentiaire, elle prend un pourcentage de tout ce qui est vendu. Deuxièmement, quand les gens travaillent, par exemple, vous avez des grosses boîtes sur le luxe ou quoi, ils font de la couture, le prisonnier, il va toucher 300 à 400 € par mois. Ils sont très peu à travailler, même pas un quart. Ils ne sont même pas un quart à travailler dans les prisons. Ok, mais cela existe, c'est 25% à peu près. 23. Et ceux-là, si vous voulez, ils vont facturer le SMIC ou un peu plus en fonction du travail qui a été fait. Et la différence entre les 300 € et le SMIC, c'est l'administration pénitentiaire qui le prend. Donc il y a déjà un certain nombre de ressources. Et ils veulent rajouter, alors est-ce qu'on arrivera à l'autonomie complète financière, je ne sais pas. Ce que je vous demandais, c'est pas de me faire un état des lieux, Robert, ça, on l'a déjà fait. Oui, c'est de me donner votre avis en fait. C'est l'idée de l'émission. L'idée de l'émission, c'est en fait, je pose une question et normalement vous devez y répondre. Donc, alors, je vais vous rappeler la question, vous avez certainement oublié. Les détenus doivent-ils payer leur incarcération, Robert? Alors, peut-être pas payer, mais symboliquement. On est dans le symbole depuis tout à l'heure. Oui. Voilà, je réponds. Eh bien oui, vous auriez pu le faire plus tôt. Enfin, je veux dire, ça nous aurait épargné. Non, mais c'était pour dire qu'il y avait déjà des ressources. C'était très intéressant. Voilà. C'est vrai. Rémi, une petite info peut-être? Non, oui, on parlait tout à l'heure de quand. La date que vous cherchez, c'est 2003. Ça a été. Il y a un moment déjà. Et puis, il y a d'autres exemples. Il y a le Danemark, par exemple, qui fait payer les frais d'incarcération de ses détenus. Mais en revanche, au Danemark,
le travail est obligatoire en prison. Voilà. En France, effectivement, il y a un peu moins d'un quart des détenus qui travaillent parce qu'on n'a pas les moyens pour les encadrer, tout simplement. Oui, voilà. Charles Matin, ce matin sur RMC, comment améliorer la cohabitation sur la route entre les vélos et les voitures? Des mesures simples peuvent être prises comme des pistes cyclables de couleur unique. Emmanuel Barbe, ancien délégué interministériel à la sécurité routière, était l'invité de Charles Magnin ce matin. Il y a des mesures simples, en effet, comme le fait d'enseigner, vous savez, le fait d'ouvrir la portière d'une voiture avec la main opposée, de sorte qu'on tourne la tête et qu'on voit un cycliste qui arrive par l'arrière. Vous voulez même qu'on l'enseigne dès qu'on passe le permis de conduire, ça? Oui, ça peut être très facilement vérifié lors de l'épreuve du permis de conduire, et comme ça, on vérifiera que chaque candidat connaît cette technique. Et vous voulez aussi changer la manière dont on double les cyclistes? Pour doubler un cycliste, on doit le considérer comme un véhicule normal, c'est-à-dire qu'on doit passer les 4 roues de l'autre côté de la voie. Et comme ça, on s'en éloigne beaucoup plus et on évite l'effet de souffle. Vous voulez aussi revoir le système de sanctions, notamment pour les cyclistes? Pour les cyclistes, comme il n'y a pas de plaque, il faut les verbaliser plus. Et pour cela, il faut avoir des amendes qui soient proportionnelles au risque qu'ils font courir. Robert Sebag, est-ce qu'il faut apprendre aux gens à ouvrir la portière à l'hollandaise, c'est-à-dire avec la main opposée? Alors effectivement, chez certaines personnes, ça risque d'entraîner des sciatiques, des lumbagos. Oui, parce que c'est ça. J'avais pas pensé à ça. ça. Alors effectivement, mais le nombre d'accidents, le nombre d'accidents, si vous voulez, avec l'ouverture des portières, quand vous êtes cycliste. Et moi, je suis cycliste et à la fois automobiliste. C'est vrai que systématiquement, quand je longe des voitures en stationnement ou des voitures qui s'arrêtent, je fais toujours un écart systématiquement. Donc, effectivement, mais ça doit s'apprendre, si vous voulez. Bon, on n'a jamais appris à ouvrir la porte comme ça. Mais moi non plus. C'est nouveau, c'est hollandais. Donc, tu fais comme ça, et donc la tête tourne. Mais si tu es le chauffeur, au lieu d'ouvrir ta porte comme ça ou de regarder dans le rétroviseur, il peut y avoir des angles morts, tu le fais avec la main opposée. Donc, tu te tournes et tu vas voir tout de suite s'il y a un cycliste qui arrive. Oui. Qu'on nous apprenne ça au permis. Alors, tu en fait, voilà. Ça, avec la portière, et donc tu es obligé. Il faut ouvrir ta portière avec la main la plus loin de la portière, ce qui t'oblige en fait à tourner la tête de l'autre côté et à regarder dans ton angle mort. Qu'on nous apprenne ça au permis, qu'on nous apprenne à vraiment nous écarter des vélos quand on double. Exactement ce qu'il disait pour éviter l'appel d'air. Ça m'a l'air pas grand-chose quand même. C'est peut-être pas ça qui va non plus sauver 1000 morts par an. Mais si ça peut en sauver déjà une. Non, mais le code de la route des cyclistes, si vous voulez, qui moi je dis qu'on continue à dire aux gens, si t'as soif, faut boire, écrase pas les gens. Quand tu ouvres la porte, jette un coup d'œil pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive. Non, mais là on te donne le truc. Je dis, il faut continuer l'assistanat global de l'être humain. Vraiment, si t'es malade, va chez un médecin. Mais vraiment, il faut tout expliquer parce que on est tellement. Mais si on évite des morts, Daniel. Tu aurais pensé, Oui. Tu aurais pensé à ouvrir à la hollandaise? Non, mais moi je fais un petit peu gaffe. Je sais qu'il y a des vélos, donc maintenant je fais gaffe quand j'ouvre la porte. C'est pareil logique. Je sais pas. Oui. Non. C'est juste éduquer au réflexe. Quand il y a un vélo, je fais en sorte de pas l'écraser. Ça s'appelle éduquer au réflexe. Parfois, il fait un peu chier parce qu'il se croit tout permis, mais je me dis tiens, l'écrase pas. C'est pas génial de l'écraser. Il y a eu un mort, souviens-toi. Enfin, il y en a eu plein. Bon, c'est fou. Non, qui a écrasé un vélo, un cycliste. Robert, l'eau, ça mouille, et puis la guerre, c'est pas bien. Un cycliste qui a écrasé un cycliste. Non, ce que vous dites, un chauffeur qui a écrasé un cycliste, il était avec sa fille. Oui, mais Paris, on connaît. Oui, Robert, on sait. Oui, mais en l'occurrence, le gars, c'est un criminel. On parle pas, si vous voulez, on arrête. On parle pas des vélos, on parle pas de. Mais si, on en parle, Robert. Mais tu comprends bien qu'à un moment, la responsabilité de l'être humain, ça peut exister aussi, tu vois. Et la responsabilité de la maire de Paris qui met des trucs sur les pistes cyclables. Moi, je me suis planté. On va pas mettre Anne Hidalgo. Non, mais alors, si vous voulez, on en parle si vous voulez des dangers. Moi, je me suis planté en vélo. On parle d'éducation à la sécurité routière. Ça n'est jamais inutile, Daniel. Que vous soyez tout voir. Normalement, tu passes le permis. Va à Garches, voir les rééducations de tous les gens, les accidents de vélo, les accidents de voiture et tout. Tu vas voir, tu vas être surpris. Enfin, vous énervez pas comme ça, Robert. On est pour rire si vous êtes tombé à vélo. Non, il dit ça, on est prudent, le bon sens. Non, mais ça s'appelle le bon sens, ça suffit pas toujours. L'éducation à la sécurité routière.